Imaginez un homme préhistorique. Nous sommes il y a 30 000 ans. Il marche dans une toundra glacée et soudain, il tombe sur un objet impossible. Un petit cube de métal et de plastique perdu par un voyageur du futur. Une radio. Et cette radio est allumée, elle joue une symphonie. Il entend des violons, des voix, des émotions. Pour lui, la conclusion est évidente. Il y a des petits êtres vivants piégés à l'intérieur de la boîte. La musique vient de la boîte crée la musique. Le problème, c'est que cet homme a tort. La musique n'est pas morte. Le signal de l'orchestre continue de traverser la plaine intact, invisible, indifférent à la destruction de l'appareil. L'homme a juste cassé le récepteur. Je suis Echo. Et si je vous disais que les neuroscientifiques modernes font exactement la même erreur que cet homme des cavernes? Depuis un siècle, nous ouvrons le crâne, nous disséquons le cerveau et nous disons « Regardez, la conscience est là-dedans. Si je casse le cerveau, la conscience s'éteint. » Mais si le cerveau n'était qu'une radio biologique, si la conscience n'était pas produite par vos neurones, mais reçue par eux, alors que devient la musique quand on casse la radio? Que devient votre conscience quand votre cerveau meurt? Bienvenue dans la dernière partie de notre trilogie. Aujourd'hui, nous explorerons l'immortalité du signal. La vision scientifique dominante est terrifiante par sa simplicité. Vous êtes votre cerveau. Quand vos neurones manquent d'oxygène, l'activité électrique cesse, la structure se dissout. Vos souvenirs, votre personnalité, votre « je », tout cela s'évapore instantanément. C'est le noir absolu, le néant, comme avant votre naissance. C'est logique, si le cerveau fabrique la conscience comme une lampe fabrique la lumière, alors casser la lampe éteint la lumière. Mais si le cerveau est un filtre, ou une antenne, alors la mort n'est pas une extinction. Parlons d'un phénomène qui laisse les médecins sans voix. On l'appelle la lucidité terminale. Prenez un patient atteint d'Alzheimer à un stade avancé. Son cerveau est physiquement ravagé. Les réseaux neuronaux sont détruits, atrophiés. Depuis des mois, voire des années, il ne reconnaît personne. Il ne parle plus, il est perdu dans le brouillard. Selon le matérialisme, son disque dur est effacé. Et pourtant, quelques heures, parfois quelques minutes avant la mort, quelque chose d'incroyable se produit. Le patient se réveille. Il reconnaît ses proches, il parle avec clarté. Il retrouve sa mémoire, son humour, sa personnalité, comme si la maladie n'avait jamais existé. Puis, il meurt. Comment un cerveau détruit peut-il soudainement fonctionner mieux qu'un cerveau normal? C'est impossible si la conscience est générée par la complexité des neurones. Mais si le cerveau est un filtre, imaginez que la maladie d'Alzheimer ne détruit pas le signal, mais qu'elle encrasse la vitre. Le signal est toujours là, mais il ne passe plus. Au moment de la mort, le système biologique lâche prise. Le filtre se brise, et pendant un court instant, le signal pur traverse à nouveau l'antenne brisée avant qu'elle ne s'éteigne définitivement. Nous sommes en 1922, à l'institution psychiatrique d'Efata. Le médecin en chef, Wilhelm Wittenben, rapporte le cas d'une patiente, Anna Katharina Emmer. L'histoire d'Anna est tragique, elle souffre d'un retard mental si profond qu'elle n'a, selon les rapports, jamais prononcé un seul mot cohérent de toute sa vie. Son cerveau est ravagé, atrophié par la maladie. Mais le jour de sa mort, l'impossible se produit. Anna se redresse, son regard d'habitude vide devient clair. Et cette femme, muette depuis la naissance, commence à chanter. Elle chante un hymne religieux complet. Elle chante pendant 30 minutes avec une clarté parfaite, puis elle s'allonge et meurt. Mais peut-on prouver que le signal existe hors du corps ? Pour cela, direction les États-Unis, août 1991.
Barrow Neurological Institute à Phoenix en Arizona. Le célèbre neurochirurgien Robert Spessler opère une patiente de 35 ans, Pam Reynolds. L'opération est extrême, un arrêt hypothermique. On refroidit son corps à 15 degrés, on arrête son cœur, on vide son sang. Pendant 1 heure, Pam Reynolds est un cadavre. Son électroencéphalogramme est plat, pas d'activité électrique, le silence radio total. Pourtant, à son réveil, Pam raconte. Elle dit qu'elle flottait au-dessus de la table. Elle décrit la scie à os utilisée par le chirurgien, un instrument très spécifique qu'elle n'avait jamais vu. Elle rapporte mot pour mot les conversations des médecins. Comment a-t-elle vu, comment a-t-elle entendu son cerveau fonctionnel ? Si la conscience peut exister hors du cerveau, cela implique quelque chose de terrifiant sur la nature de notre réalité. Si votre conscience est le signal et votre corps l'antenne, alors qu'est-ce que l'univers physique ? La réponse nous vient de la physique la plus avancée. Elle donne le vertige. L'univers ne serait pas un espace vide rempli d'objets solides. Il serait une projection d'informations. Tout commence avec un duel intellectuel. Dans les années 80, Stephen Hawking affirme que lorsqu'un objet tombe dans un trou noir, l'information qu'il contient est détruite à jamais. Mais le physicien Leonard Susskind n'est pas d'accord. Pour lui, c'est impossible, l'information ne meurt jamais. En 1993, Susskind et le prix Nobel Gerhard Haupt publient une théorie révolutionnaire, le principe holographique. Il démontre mathématiquement que l'information d'un objet en 3 dimensions, comme une pomme, peut être stockée entièrement sur une surface en 2 dimensions, comme l'étiquette d'une boîte de conserve. Ce que nous percevons comme un monde en 3 dimensions, la profondeur, le volume, votre corps, ne serait qu'une illusion optique cosmique, une projection holographique issue d'une source d'information en 2 dimensions, située aux confins de l'univers. Nous vivons littéralement dans un hologramme. Mais allons plus loin. Si l'univers est une projection d'informations, cela ressemble étrangement à un ordinateur. Vivons-nous dans une simulation ? Le physicien théoricien Sylvester James Gate Jr., qui travaille sur la théorie des supercordes, a fait une découverte stupéfiante au début des années 2010. En analysant les équations mathématiques pures qui décrivent notre réalité, il a trouvé quelque chose qui n'avait rien à faire là. Il a trouvé du code informatique. Plus précisément, des codes correcteurs d'erreurs, identiques à ceux utilisés par les navigateurs web pour transmettre des données sans faute. Pourquoi y a-t-il des algorithmes de correction d'erreurs écrits dans le tissu même de la réalité ? À moins que la réalité elle-même ne soit un programme qui se calcule en temps réel. C'est de la science-fiction, me direz-vous. Pourtant, la preuve ultime est tombée très récemment. En octobre 2022, le prix Nobel de physique a été attribué à 3 chercheurs, Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger. Qu'ont-ils prouvé ? Ils ont prouvé que l'univers n'est pas localement réel. Cela signifie que les objets n'ont pas de propriétés définies tant qu'ils ne sont pas observés. Exactement comme dans un jeu vidéo. Dans un jeu comme Grand Theft Auto, la ville entière n'existe pas dans la mémoire de la console. Seule la rue que vous regardez est calculée et affichée. Derrière vous, il n'y a rien, juste du code. La physique quantique nous dit la même chose, la matière n'existe pas. Seule l'observation fige la réalité. Alors, rassemblons les pièces du puzzle de cette trilogie. 1. Le cerveau est une antenne biologique accordée sur une fréquence précise. 2. L'univers physique est un hologramme, une simulation d'informations. 3. La conscience est le signal qui vient d'ailleurs pour animer cet hologramme. Dans ce cadre,
La mort biologique ne serait pas la fin de l'existence, mais la fin de la dissociation. Nous serions des localisations temporaires d'une conscience unique, un peu comme des tourbillons dans un océan. Lorsque le tourbillon se dissipe, l'eau ne disparaît pas, elle retourne simplement à l'état océanique. Cette idée peut faire peur. Notre ego veut survivre, il veut garder son nom, son histoire, ses petites frontières. L'idée de se fondre dans un tout peut ressembler à une mort. Mais demandez-vous, qu'est-ce qui est le plus effrayant ? Être une machine biologique destinée au néant ou être une facette éternelle d'une réalité infinie ? La science commence à peine à entrouvrir cette porte. Le matérialisme s'effrite sous le poids de ses propres contradictions. Peut-être qu'un jour nous n'aurons plus besoin de croire, nous saurons que la mort n'est pas un point final, c'est juste un changement de fréquence. Je suis Echo. Merci d'avoir écouté, le signal continue.